Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. On va en faire un petit historique, essayer d'expliquer quels sont ses objectifs, mais également ses défaillances. Mais avant ça, je vais vous parler une minute du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, c'est un logiciel qui vous permet de sécuriser votre connexion Internet. Généralement, si vous vous connectez à un Wi-Fi public, quand vous êtes en déplacement par exemple, dans un hôtel, un restaurant ou un aéroport, vos données ne seront pas chiffrées. Eh bien NordVPN va le faire pour vous. C'est-à-dire que vos données seront complètement illisibles pour une personne qui tenterait d'y accéder. Et tout ça sans perdre en vitesse de navigation, puisque NordVPN se connecte à des serveurs parmi les plus rapides dans le monde. Il y en a plus de 5500 répartis dans 60 pays. Sachez aussi que NordVPN ne conserve aucun registre de votre activité en ligne, et l'entreprise a été auditée à ce sujet pour le prouver. Au-delà de la sécurité, ça permet aussi d'avoir accès à des catalogues différents sur des plateformes comme Netflix par exemple. Pour faire simple, si vous connectez à un serveur aux États-Unis, vous aurez accès au catalogue américain. NordVPN a été élu meilleur VPN lors des Best VPN Awards de 2019 et 2020 et il est garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Si vous souhaitez le tester, vous pouvez utiliser ce code promo ou directement le lien. Ça vous permet de bénéficier d'un mois gratuit sur l'abonnement de 2 ans en plus d'une grosse promotion. Voilà, un grand merci à eux puisque vous le comprenez, moi évidemment ça me permet de faire vivre la chaîne. Et maintenant, on enchaîne avec l'OTAN. L'OTAN regroupe les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord. Ce traité a été signé le 4 avril 1949 par les États-Unis et le Canada en Amérique du Nord, et par la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège, l'Islande, le Royaume-Uni, l'Italie et le Portugal en Europe. C'est une alliance militaire sans armée propre, donc quand on parle de troupes de l'OTAN, on fait en fait référence aux armées de chaque membre de l'alliance. Et son objectif à sa création, au tout début de la guerre froide, est la mise en place d'une opposition solide à l'Union soviétique. Et c'est surtout l'article 5 du traité qui va donner sa crédibilité à l'alliance. Je le cite. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. On comprend donc ici que le message envoyé à l'URSS est que si elle décide d'attaquer l'un des signataires du traité, alors il sera considéré que tous les signataires sont en fait attaqués. L'OTAN est donc une alliance défensive à vocation dissuasive, et c'est son rôle et sa raison d'être jusqu'à la dissolution de l'URSS en 1991. Durant la guerre froide, l'alliance va s'élargir à la Grèce et à la Turquie en 1952, à l'Allemagne de l'Ouest en 1955 et à l'Espagne en 1982. Pour faire contrepoids à l'OTAN, l'URSS de son côté met en place en 1955 le pacte de Varsovie, alliance militaire également regroupant les pays du bloc de l'Est que vous voyez sur la carte. L'OTAN est donc un outil politique et militaire totalement intégré au contexte de la guerre froide et à sa bipolarisation. Et durant 40 ans, sa mission va être essentiellement la dissuasion, les États-Unis stationnant un nombre important de troupes et de matériel militaire en Europe, notamment en Allemagne de l'Ouest, et l'alliance comportant 3 puissances nucléaires, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Mais c'est la période d'après-guerre froide qui va plutôt nous intéresser. L'Allemagne est réunifiée en 1990 et en 1991, l'URSS et le pacte de Varsovie sont dissous. L'OTAN a donc plutôt rempli sa mission de dissuasion puisqu'aucun conflit global n'a éclaté durant la guerre froide. On pourrait donc penser qu'elle est vouée à disparaître, mais elle va plutôt essayer de réorienter ses objectifs afin de continuer d'exister. Pendant une vingtaine d'années, elle va alors plutôt se projeter en dehors de ses frontières dans des opérations extérieures. Et c'est ainsi qu'elle mène sa première guerre dans les Balkans avec une campagne aérienne en Bosnie-Herzégovine en 1995 dans le contexte de l'éclatement de la Yougoslavie et des conflits armés qui ont suivi. Les Alliés mènent des bombardements aériens entre août et septembre 1995 avec plus de 3500 sorties effectuées. Puis une force de maintien de la paix est établie dans le pays entre 1995 et 2004. Puis en 1999, c'est au Kosovo que l'OTAN intervient, également avec une campagne aérienne suivie de la mise en place d'une force de maintien de la paix, la KFOR, toujours sur place aujourd'hui. Puis, à partir des années 2000, l'OTAN commence à déplacer géographiquement ses zones d'intervention, puisqu'en 2001, elle intervient en Afghanistan. Ça fait suite aux attentats du World Trade Center où un membre de l'Alliance, les États-Unis, est effectivement attaqué sur son territoire.
Donc en conformité avec l'article 5 que je vous ai lu tout à l'heure, les États membres apportent leur soutien, ici à la guerre contre le terrorisme. C'est en tout cas la logique qui est appliquée. Puis l'OTAN intervient en mer Rouge et dans l'océan Indien en 2009 pour lutter contre la piraterie, ou encore en Libye en 2011 où une zone d'exclusion aérienne est mise en place dans le cadre de la guerre civile libyenne. Au cours des années 2000 et 2010, elle a également effectué des missions d'appui et de formation, notamment en Irak et en Afghanistan. Donc vous voyez que par rapport à la période de guerre froide, à partir des années 90, l'OTAN se trouve une raison d'être en se projetant beaucoup plus, d'abord en Europe, dans les Balkans, et ensuite bien plus loin de la zone Atlantique Nord. En parallèle, elle continue de s'élargir. En 1999, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne la rejoignent, puis la Bulgarie, les 3 pays baltes, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en 2004, et l'Albanie et la Croatie en 2009. L'Alliance s'élargit donc largement à l'Est, et vous remarquerez que bon nombre de ces pays sont issus de l'URSS ou étaient dans le pacte de Varsovie, ce qui a pour conséquence d'inquiéter la Russie, héritière de l'URSS. Et on peut la comprendre, car de son point de vue, l'Alliance se rapproche dangereusement de ses frontières. Et c'est un point déterminant pour comprendre les relations entre la Russie et l'OTAN, puisque lors des négociations sur la réunification allemande entre 89 et 91, les membres de l'OTAN auraient, à plusieurs reprises, assuré aux responsables soviétiques qu'ils ne comptaient pas élargir l'OTAN à l'Est. De fait, ces promesses n'ont pas été tenues. Et depuis, la Russie se sent comme trahie et surtout menacée à ses frontières. Et de leur côté, les Alliés affirment que de telles promesses n'ont jamais été tenues. Alors il faut nuancer en notant que des rapprochements et coopérations ont bien eu lieu. La Russie fait partie du programme Partenariat pour la paix, qui est une coopération militaire pacifique et bilatérale entre l'OTAN et un pays non membre. Elle a également participé aux missions de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, et a participé conjointement avec l'OTAN à une mission maritime antiterroriste en Méditerranée et à des programmes de formation des armées et polices afghanes. Néanmoins, la Russie reste très isolée, voire même acculée de son point de vue, même si l'OTAN assure qu'elle n'a pas à craindre l'alliance militairement. Et ces tensions vont monter d'un cran en 2014 avec l'annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie et les soupçons d'ingérence dans l'est du pays. Et si vous souhaitez avoir les détails de ces événements, je vous invite à regarder ma vidéo sur la crise ukrainienne. L'OTAN voit les activités russes en Ukraine comme une violation du droit international et comme une volonté russe de déstabiliser un pays européen ayant montré son intention de se rapprocher de l'Occident, notamment de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, puisque l'Ukraine aspire à en devenir membre également. En réponse aux actions russes, des troupes de nombreux pays membres sont donc positionnées en Europe de l'Est, notamment en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, où un bataillon entier est présent par pays. Alors il faut préciser que ces 4 pays, du fait de leurs histoires respectives avec la Russie, se sentent particulièrement menacés par leurs voisins russes. En fait, avec la Russie, on est face à un cercle vicieux, puisque lorsqu'un côté se sent menacé, l'autre côté se durcit également, etc. Ce qui a pour conséquence de faire monter les tensions. Alors vous remarquerez que depuis le début de la vidéo, je parle de l'OTAN comme d'une entité unique, d'un bloc uni. Mais vous vous doutez bien qu'en réalité ce n'est pas le cas. Déjà, ajoutons aux élargissements déjà évoqués ceux de 2017 et 2020, respectivement pour le Monténégro et la Macédoine du Nord, ce qui porte le nombre de membres à 30. L'OTAN est une alliance militaire, et parmi les 30 membres actuels, tous n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes capacités militaires, et surtout, tous ne participent pas à même hauteur à l'effort commun. Et j'entends par là essentiellement financier, et c'est la principale critique faite par les États-Unis à ses alliés. Lors du sommet de l'OTAN de 2014 au Pays de Galles, les États membres s'étaient engagés, sous la pression des États-Unis, à réserver au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires d'ici 2024. En 2020, vous voyez qu'on en est encore loin pour une grande partie des membres. Seuls 11 atteignaient cet objectif, même si tous ont augmenté leurs dépenses sur la période 2014-2020. Les États-Unis arrivent en tête avec 3,73% de leur PIB pour un total de 717 milliards de dollars, soit plus de 70% des dépenses totales de l'Alliance. Alors ce déséquilibre est depuis des décennies source de tensions entre les États-Unis et les autres membres. Pour les Américains, l'idéal serait que les Européens développent davantage leurs moyens militaires afin qu'ils ne soient pas obligés de dépendre presque uniquement de la puissance états-unienne, mais pas au point que les États-Unis perdent leur leadership au sein de l'Alliance. Ils souhaitent donc un équilibre qui leur resterait favorable. Ces dissensions ont atteint leur paroxysme lors de la présidence Trump, ce dernier ayant parfois semblé remettre en question l'article 5 du traité en le conditionnant au respect des 2%.
On peut également citer des décisions prises unilatéralement par les États-Unis, c'est-à-dire sans consultation des alliés au préalable, comme par exemple le retrait des accords sur le nucléaire iranien ou encore le retrait des troupes américaines du nord-est syrien en octobre 2019. Retrait ayant donné le champ libre ensuite à la Turquie qui a décidé à son tour, sans consulter les autres membres de l'Alliance, de pénétrer le territoire syrien. Ce sont tous ces éléments qui ont poussé Emmanuel Macron à décrire l'OTAN en état de mort cérébrale fin 2019. Alors on aurait pu penser que cette tendance prendrait fin avec le départ de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden, mais on n'a pu que constater le maintien de la décision de retirer les troupes américaines d'Afghanistan cette fois-ci, durant l'été 2021. Décision également unilatérale. Alors on peut quand même nuancer en admettant que cette décision seule ne suffit pas à définir la tendance que prendra la présidence de Biden, mais ce premier signal envoyé n'allait pas dans le sens d'un recentrage sur l'OTAN avec des décisions prises en commun. Ce déséquilibre dans les dépenses militaires donne aussi une force de négociation considérable aux États-Unis au sein de l'Alliance, ce qui leur permet souvent d'imposer leur agenda. Lorsque l'on regarde les déclarations et communiqués issus de l'OTAN, et donc normalement rédigés en accord avec tous les membres, eh bien on retrouve plutôt un ton américain, donc une ligne dure avec la Russie et depuis quelques années la mention également de la Chine comme menace systémique. Prenons le communiqué du dernier sommet de l'Alliance qui s'est tenu à Bruxelles en juin 2021. La Chine est décrite comme représentant un défi systémique pour l'ordre international et la sécurité de l'OTAN. Et la modernisation de son appareil militaire et nucléaire et l'opacité de cette modernisation sont vues comme une menace. Mais ces critiques à l'égard de la Chine sont-elles réellement pertinentes venant de l'OTAN ? La Chine représente-t-elle réellement une menace militaire au point de la pointer autant du doigt dans un communiqué officiel ? Là aussi, on peut se demander si les États-Unis ne cherchent pas à embarquer l'Alliance avec eux dans leur compétition avec la Chine pour le leadership mondial, alors que pour un bon nombre d'alliés, la Chine représente surtout un partenaire malgré toutes les critiques qui peuvent lui être faites. Donc si on résume, après une première phase de 40 ans de guerre froide face à l'URSS, l'OTAN ensuite se projette beaucoup plus dans des opérations extérieures, essentiellement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, pendant 20-25 ans. Et aujourd'hui, on est entré dans une troisième phase où l'OTAN, sous l'influence des États-Unis, se retrouve face à d'autres grandes puissances, donc la Russie et la Chine, qui est la préoccupation majeure des États-Unis, leader de l'Alliance. Parmi les dissensions notables de l'OTAN, on a également le cas de la Turquie, que j'ai déjà évoqué rapidement. La Turquie est membre de l'Alliance depuis 1952 et elle y a joué un rôle indispensable. C'est un peu la base avancée de l'Alliance au Moyen-Orient. Elle dispose de bases utilisées par les autres membres et détient la deuxième armée derrière celle des États-Unis en termes de personnel avec plus de 400 000 hommes prêts à combattre. Mais ce pays a aussi des intérêts qui divergent parfois assez largement de ceux de ses alliés de l'OTAN. On peut noter les tensions avec la Grèce, également membre, autour des frontières maritimes en mer Méditerranée. En 2020, la Turquie avait envoyé un navire de prospection d'hydrocarbures accompagné de 9 navires de guerre dans une zone également revendiquée par la Grèce. Et cette dernière avait alors demandé le soutien de la France, qui y avait envoyé 2 Rafales et une frégate en réponse. Et ce type de démonstration de force entre deux alliés n'est pas quelque chose d'anodin. On peut également évoquer les divergences de point de vue sur les partis à soutenir dans la guerre civile libyenne, mais aussi sur l'intervention contre les forces kurdes en Syrie, alors que les Kurdes ont été de précieux alliés dans la lutte contre l'État islamique. Et enfin, et surtout, son rapprochement avec la Russie de Poutine, notamment l'achat de systèmes antimissiles S-400 de fabrication russe, qui avait déclenché une véritable crise au sein de l'Alliance, puisqu'habituellement, les alliés se fournissent en armement plutôt chez d'autres membres de l'OTAN, et notamment chez les États-Unis. Alors toutes ces tensions font réfléchir sur la solidité de l'Alliance, notamment en Europe où le débat sur une Europe de la défense s'est relancé, c'est-à-dire doter l'Union européenne d'une véritable capacité de défense commune, privilégier la collaboration entre pays membres afin d'améliorer l'interopérabilité du matériel militaire ou encore éviter les dépenses inutiles, comme les doublons par exemple. Donc on peut se demander si ce débat restera d'actualité sous l'ère Biden, qui dans son discours au moins souhaite réaffirmer l'entière implication des États-Unis au sein de l'OTAN. Alors pour nuancer, il faut quand même noter que l'Alliance Nord-Atlantique reste l'alliance militaire la plus opérationnelle aujourd'hui. La coopération entre États, lorsqu'elle est mise en place, fonctionne plutôt bien, et malgré tout, l'implication des États-Unis reste un gage de sûreté pour de nombreux membres n'ayant que de faibles capacités militaires. La question reste donc de savoir quelle direction prendront ces objectifs, les autres membres parviendront-ils à davantage s'affirmer pour ne pas être obligés de suivre l'agenda américain, et notamment sur le dossier chinois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors vous avez remarqué que j'ai fait pas mal de références à des conflits ou à d'autres sujets géopolitiques au cours de la vidéo, et ce sont parfois des sujets que j'ai déjà traités sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la liste des vidéos, ça vous permettra d'avoir un peu de contexte autour de tout ça. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo.
Et encore une fois, un énorme merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee ou Utip. Et si vous voulez les rejoindre, vous trouverez tous les liens en description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!